Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Le recueil de nouvelles de celui qu'on reçoit à l'instant, Rémi-Julien Savard. Bonjour. Bonjour. Alors, Rémi-Julien Savard, né au Saguenay, résident du quartier Limoilou, dont on va parler d'ailleurs. Vous avez étudié la musique, titulaire d'une maîtrise en littérature, et tu as publié un premier roman, La leçon d'harmonie, chez Tête Première en 2024. Aussi membre du comité de rédaction de XYZ, la revue de la nouvelle, dont certaines nouvelles, dans lesquelles certaines nouvelles sont déjà parues. Oui. Elles ont eu une vie à part. Oui, une première vie en revue, un test. Un test, voilà, et là, ils ont passé le test, un peu comme un musicien qui fait plein de tests en studio, et là, quelle pièce se qualifie pour l'album. Exactement. Puis la nouvelle a cet intérêt-là, c'est-à-dire qu'elle peut vivre en revue, puis le fait de l'avoir imprimée, de faire un premier travail d'édition complet, seul, comme ça permet de valider des choses, de tester des choses, de la confronter au réel avant l'objet final qui est le recueil. Et un recueil qui, je dois le dire, moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai dit d'entrée de jeu, 8 nouvelles qui nous amènent, et il y a une grande cohérence, parce que on a tout le temps des questions un peu clichés sur la nouvelle. Bon, est-ce que vous avez le goût de faire un roman avec? Bon, il y a toujours ces questions un peu autour. Moi, j'ai envie de le voir sous l'angle d'une compilation, un peu comme j'évoquais l'album. Et du fait qu'elles ont eu leur vie propre, il y a une grande cohérence. Hein? On retrouve là vraiment, si on avait à définir chaque nouvelle, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans des contextes de rupture amoureuse, de deuil, de tension entre certaines, que ce soit des ex-colocs, d'amitié perdue. J'ai l'impression qu'il y a cette grande cohérence de psychologie humaine, de retrouver les gens à des moments charnières de leur vie. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, souffler un peu, c'est cette idée justement d'avoir des personnages qui ont la vie dure, ou en tout cas passent des moments durs, et cette volonté chez eux, cette volonté qui est complètement humaine, de vouloir souffler un peu. Avec une fois après la tempête, il y a cette tempête-là, faut se braquer. Faut monter les épaules, mais on a hâte que ça finisse, puis on cherche un peu d'air. On cherche notre air à travers cet inconfort-là. Oui. Et ça a vraiment été le fil du recueil. À la base, ça se voulait un recueil sur la colère quotidienne. C'est-à-dire, je voulais mettre en scène des personnages qui vivent un peu cette colère. On s'emporte pour rien. Mais sans les juger, c'est-à-dire sans les excuser, mais aussi sans vouloir les juger. Et j'en suis un peu arrivé à cette conclusion-là. Ben, ça s'est un peu défini naturellement, c'est-à-dire pourquoi quand on est en colère, on vit cette colère-là quotidiennement, c'est pourquoi? Ben, c'est une insatisfaction. Exact. C'est une tension, c'est quelque chose qui fonctionne pas dans la vie, puis c'est ce qui vient naître là, dans les nouvelles. Et vouloir souffler un peu, c'est un peu être conscient quand on est un peu dans la tempête, parce que certains personnages vivent des relations très tendues dans le couple, avec un ex, avec même des amis, des relations, des sentiments quand même qu'on explore qui sont pas les plus beaux. Là. La jalousie, une forme d'envie, il y a de la colère, effectivement, ordinaire. Hein? C'est-à-dire qu'une espèce d'irritabilité du quotidien. Là. Oui. Mm-hmm. Mais qui sont conscients que, écoute, ça va peut-être finir un jour, puis comment je vais l'améliorer, mon sort, puis peut-être qu'un jour, je regarderai dans le rétroviseur en me disant, écoute, je passe à travers. Oui, puis c'est là que ça empêche d'être des nouvelles qui sont absolument négatives, par exemple. Non, je voulais pas avoir faire du drame ou faire du tragique. Surtout avec la nouvelle, c'est tellement court que si on veut être complètement noir ou vraiment aller dans le très profond, ça peut rapidement tourner, ça peut être un peu maladroit. Ouais. Il faut aller chercher, dans la nouvelle, on n'a pas le choix d'aller chercher la part d'humanité chez le lecteur pour qu'il connecte avec les personnages. Et cette part d'humanité-là, je pense qu'on la vit tous, c'est-à-dire on a nos moments sombres, mais on a aussi une volonté d'un peu de lumière, d'un peu de printemps, comme aujourd'hui. Et moi, il y a une nouvelle, c'est peut-être un cliché parce que c'est celle qui donne son titre au recueil, mais moi, ça a été vraiment ma préférée. Là. On rencontre Dominique et Jenny, ils vont chez Sarah et Pablo, on est dans une relation amicale avec une forme de compétition de Jenny qui dit, bon, elle va encore nous flasher là, son gros salaire, ses
des vins chers, puis on va avoir des chips, on amène des salades achetées au potluck, puis vraiment, t'es doué pour la psychologie humaine, le dialogue. D'où ça vient, ça? Et féminine, dans ce cas-ci aussi. Hein? Je pense que ça vient des auteurs américains. Je me suis beaucoup... Moi, je m'intéresse à la nouvelle. Je veux écrire de la nouvelle. C'est pas un le short story américain, là. Et la short story américaine m'a beaucoup inspiré dans les dernières années. Raymond Carver, Richard Ford en premier lieu, mais aussi Richard Bausch, qui est peut-être un petit peu moins connu. Oui, je le connais pas. En fait, à un moment donné, je me suis dit, hey, je veux écrire de la bonne nouvelle. Les Américains et même le Canada anglophone aussi a une tradition. D'ailleurs, le mot short story, on dirait qu'il est plus répandu, même reconnu peut-être que la nouvelle. Je trouve que ça sonne bien. Puis, les auteurs veulent raconter des histoires. Puis ils disent tout le temps, tu sais, je veux raconter des bonnes histoires, des good stories. Comment après, bon, c'est une autre question, mais toujours est-il que je m'étais dit, je veux apprendre des bonnes histoires. Donc, j'avais lu, il y a des recueils aux États-Unis qui s'appellent The Best American Short Stories, qui recueillent chaque année les 20 meilleures nouvelles parues en revue. Puis là, j'ai pris ceux des 20 dernières années, même des 30 dernières années. C'est fun comme démarche. Puis là, j'en ai lu pour voir qu'est-ce qui venait me chercher le plus, qu'est-ce qui me convenait le plus. Mais ça, je pense que ça a travaillé beaucoup aussi ma force du dialogue. Puis dans ce projet-là, j'ai voulu une chose, c'est-à-dire encore l'idée de ne pas juger, c'est-à-dire comment utiliser la parole des gens sans en faire un objet de caricature ou sans que ça devienne cliché ou sans vouloir faire joual ou quelque chose comme ça. Oui. Et c'est cette tension-là, c'est d'être réaliste dans le dialogue. Assumer une certaine oralité et même assumer une certaine mon oralité à moi, c'est-à-dire mon oralité du Saguenay, ma façon de parler, parce qu'il y a des nouvelles aussi qui se passent là, dans la région. Donc, assumer ça sans tomber dans le cliché, parce que c'est pas quelque chose que je trouvais intéressant. C'est-à-dire ça, on veut vraiment présenter du vrai monde. Moi, mon idée, je les vois plus comme des personnes que des personnages. Tout à fait. Donc, pour le vrai monde, c'est du vrai monde qui parle pour de vrai. C'est pas des personnages de théâtre. Exact. Et en tout cas, ça fonctionne très bien parce qu'effectivement, on sent cette complicité et ce quotidien qui prend lieu aussi dans des lieux de la région de Québec particulièrement. Oui. On parlait hors des ondes. Moi, j'ai habité dans Destimoville et là, il y a une nouvelle qui se passe avec... Sidou, dans les deux sens du terme, qui, chaque jour vient faire du faux Sidou sur une vieille moto marine qui est pris dans un pit de sable quelque part dans le garage du boulevard de la Canardière. On est dans le quartier Mézeray. On est dans le café Malmstrom, avec des souvenirs du Babylone, ceux qui l'ont connu sur Saint-Vallier-Est, dans Saint-Roch, Limoilou, tout ça, Saint-Jean-Baptiste. Le lieu de l'ancrer, c'est important, ça aussi? Oui, l'hiver aussi, parce qu'il y a deux éléments là, de décor, disons, qui sont cohérents aussi avec... Les lieux, encore là, c'est un processus de réappropriation de ces lieux-là, c'est-à-dire, moi, je veux faire de la fiction, donc je veux pas du tout faire de l'autofiction, et longtemps, j'ai eu peur d'utiliser les lieux qui sont les miens, parce que j'avais peur de... tomber dans mon propre ressenti, mes propres émotions à moi. C'est pas parce que moi, j'ai des bons souvenirs au Babylone, au Maelstrom, que le lecteur va ressentir ça dans le texte ou que ça en fait des bonnes histoires, là, ou que ça en fait quelque chose de pertinent à écrire. Mais une fois que tu passes un peu cette crainte-là, puis j'ai essayé de dépasser ça, reste que les lieux qui nous habitent, qui nous mettent au monde, ce sont quand même des outils créateurs, c'est des sources d'inspiration qui sont très fortes. Et reste que ce sont les lieux, c'est ça qui m'habitent et qui me permettent de créer au quotidien. Donc, j'ai essayé de dépasser ma propre personne et ma propre sensibilité par rapport à ces lieux-là. Ça a été je me suis beaucoup posé la question par exemple, pour le Babylone. Je me suis dit, hey, je parle-tu du Babylone? Parce que moi, j'ai des bons souvenirs au Babylone, mais je voulais pas que le personnage que Lou dans l'histoire
aient ces mêmes souvenirs-là. Je voulais pas que ce soit mes souvenirs que je transpose chez Lou. Donc, il y a eu un gros travail à ce niveau-là, mais reste que ce sont nos lieux. Puis je pense qu'il faut aussi... On veut affirmer, je voulais affirmer mon oralité, ben c'est aussi affirmer son territoire. Absolument. Ben oui, puis on parlait de littérature américaine. Je pense que je suis certaine que tu aimes Paul Auster, sans doute. Parlant de belles histoires. Mais il a écrit toute sa vie dans quelques coins de rue à Brooklyn, hein? Puis c'était universel, donc je pense que... j'ai envie d'aller un dernier mot sur la psychologie des personnages parce que il y a vraiment une maturité dans les sentiments. T'es pas très vieux. Tu sais, je regarde cette histoire de Lou qui parle avec son ex. On est dans une tension qui est pas... Ben, il y a une violence conjugale latente ou en tout cas une toxicité là, de la relation passée dans laquelle elle visiblement ne veut pas replonger. Mais je reviens avec une espèce de subtilité là, dans les rapports. Ça passe aussi beaucoup par les dialogues. Oui. Ça demeure quand même à écrire parce que là, on est dans deux têtes différentes. Là. C'est deux personnes qui ont leur vision d'une relation passée. C'est quand même un travail important de rentrer dans les personnages. Oui, ça passe beaucoup par la parole. Oui, encore une fois, le dialogue. Et les gestes, hein? Ils boivent. En tout cas, je laisserai aux gens, là, mais le fameux Lou, là, le drink du Malmstrom qu'elle se prend, qui goûte un peu trop le sapin, là, tout ça contribue au malaise aussi. Oui, puis c'est encore une fois le show don't tell des auteurs américains, c'est-à-dire montrer ces choses-là et ne pas prétendre en tant qu'auteur avoir une connaissance absolue de la psychologie de chacun. Exact. Je pense que la nouvelle est particulièrement propice à ça et c'était beaucoup de faire confiance au lecteur. C'est-à-dire de dire, moi je vois bien qu'en mettant ces gestes-là, en mettant ces paroles-là, même si les choses ne sont pas dites de façon textuelle, même si toute cette psychologie-là, elle n'est pas rapportée comme dans un rapport, par exemple, elle est là. Et ce qui la rend intéressante dans une histoire, c'est justement qu'on la raconte à travers des actions, à travers des dialogues, à travers des tensions entre personnages, et non pas, voici, je fais l'énoncé de tel genre de situation conjugale ou de tel genre de personnalité ou de tel genre de trouble de personnalité. C'était pas ça qui m'intéressait. C'est de voir comment ça peut se narrativiser. Et je pense que lorsqu'on retourne à ça, faire confiance au lecteur et lui offrir du matériel à bonnes histoires, ben là, on peut créer quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça fonctionne indépendamment et ensemble parce qu'il y a vraiment un sentiment général qui ressort de relations humaines, de l'hiver, de notre rapport à notre quartier, à notre vie autour et à cette volonté, quand les moments sont difficiles, de penser que ça va avoir une fin puis que je dis pas qui et quel personnage parle de souffler un peu, mais c'est une analogie très forte où des fois on doit se déposer un peu. Alors, Rémi-Julien Savard, tu seras au Salon du Livre avec ce livre et l'autre qui est pas très vieux non plus, cette première parution en 2024 qui existe toujours. De la leçon d'harmonie, oui. De la leçon d'harmonie. Exactement. Aussi, qui se promène. Est-ce que tu aimes ça, les salons du livre? Est-ce que c'est un moment de rencontre? C'est fantastique. Oui. C'est pas tous les auteurs. Il y en a qui s'intimident ou tu es à côté de Ricardo qui a une file 10 fois plus grande que toi. Tu sais, il y a des gens pour qui c'est dur. Ben là comme maintenant, c'est une parution chez Boréal, peut-être que je serais à côté de M. Laferrière. Oui, exactement. Que ce sera une compétition à savoir qui aura. Exactement. Puis avec Dany, tu sais que t'as peur. Fait que c'est tout à fait logique. Hey, merci Rémi-Julien Savard. Grand plaisir pour cette entrevue. Merci énormément de m'avoir reçu. Souffler un peu, recueil de nouvelles chez Boréal. Merci. Merci.